Août 1992. Dans une chambre d'hôtel lugubre, un ancien nazi vit caché et malade. Atteint d'un cancer, il sait mieux que personne qu'il est mourant. Car autrefois, il a été médecin. Sous le Troisième Reich, Harry Bertheim était l'archétype du nazi. Il incarnait la toute-puissance, la cruauté et la terreur. Désormais, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il semblait sortir d'un film de James Bond, mais dans le rôle du méchant, pas celui du héros. Harry Bertheim, l'un des plus terrifiants criminels nazis de l'histoire. Médecin SS pendant la Seconde Guerre mondiale, surnommé Docteur la Mort. Il valait mieux ne pas aller à l'infirmerie pour mourir à l'infirmerie. Dans le camp de concentration de Mauthausen, des témoignages décrivent des actes d'une barbarie insoutenable. Cet homme était un véritable sadique. Quelqu'un animé par un sens profond de cruauté. Le jeune médecin sans expérience opère près de 300 prisonniers, des opérations souvent fatales. Harry Bertheim était connu pour injecter de l'essence directement dans le cœur de ses victimes pour les tuer. Il pensait qu'on les aiderait, et on les tuait. Fasciné par Adolf Hitler, dont il porte les mêmes initiales, il s'identifie au physique et à la supériorité de l'arien vanté par le Reich. Il n'était pas le genre de personne qu'on oublie facilement. Mais après la guerre, le criminel échappe mystérieusement à la justice. Il fonde une famille, exerce à nouveau la médecine, sans même prendre le soin de changer d'identité. Il ne se cachait pas. Il était même inscrit dans l'annuaire. Si on l'avait voulu, on aurait pu le trouver. Mais quand il sent l'étau se resserrer, Harry Bertheim disparaît et devient l'un des nazis les plus recherchés au monde. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je l'ai recherché jusqu'au bout du monde. Il est passé entre les mailles du filet. Qui est Harry Bertheim, l'un des plus grands criminels nazis? Voici l'histoire du terrifiant Docteur la Mort. Mauthausen, 1941. L'un des camps de concentration les plus meurtriers du Troisième Reich. Harry Bertheim est un jeune SS parmi d'autres. Il prend ici ses fonctions de médecin. À l'infirmerie, il deviendra pourtant célèbre en seulement 6 semaines. Le jeune médecin, tout juste diplômé, marquera l'histoire de ce camp de concentration par son sadisme et sa cruauté. Il a assassiné des détenus. Il a torturé des gens. Il a tué des gens. Harry Bertheim effectue près de 300 opérations, au cours desquelles les détenus succombent souvent dans d'atroces souffrances. Ces opérations sont barbares. Il a commis des meurtres atroces. Il a opéré des patients vivants et les a tués pendant les opérations. Ces patients n'avaient aucune chance de survivre. Il faisait des choses horribles. Ce sont bien entendu des expériences criminelles, parce qu'on utilise les détenus comme des cobayes, parce que dans la pensée nazie, ils n'étaient rien d'autre que des cobayes. Harry Bertheim cultive une passion pour l'anatomie, en particulier pour les crânes. Il était connu pour conserver les crânes de certaines de ses victimes. Il les faisait bouillir pour enlever la chair et les garder sur son bureau comme un presse-papier ou un souvenir. Ici, à Mauthausen, ce jeune homme devient en un temps très court un véritable bourreau, au cœur d'un système raciste et antisémite. Un système qui encourage la violence envers les juifs, les handicapés, les homosexuels ou encore tous les opposants au régime. Une idéologie qui fera plus de 5 millions de victimes partout en Europe, en mettant en place de véritables centres de mise à mort. Pour comprendre le destin sanguinaire de ce médecin nazi, il faut se replonger 30 ans en arrière. 28 juin 1914.
L'histoire d'Heribert Heim, le futur docteur Lamort, commence à cette date funeste. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale qui plonge l'Europe dans plusieurs années de conflits sanglants. C'est ce jour-là qu'Heribert Heim naît dans une petite ville de l'Empire austro-hongrois, une région au cœur du conflit. Heribert Heim est né le jour de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale. On peut dire que ça a eu un sacré impact sur sa vie, parce que la ville où il est né a été littéralement coupée en deux. Une partie en Yougoslavie, une partie en Autriche. La région natale d'Heribert Heim va être profondément marquée par ce conflit. Ces gens-là sont devenus plus radicaux, plus nationalistes, et beaucoup d'entre eux ont commencé à supporter un parti qui allait devenir plus tard le parti nazi. Entre la fin de la guerre et les années 30, le jeune Heribert grandit dans un pays vaincu, touché de plein fouet par la crise économique. Un malaise dont se sert un mouvement qui vient d'Allemagne, le nazisme. En effet, dans le pays voisin, un homme utilise ce désespoir pour conquérir le pouvoir en un temps record. Adolf Hitler. Il devient chancelier le 30 janvier 1933 et instaure le Troisième Reich. Une dictature totalitaire. En Autriche, Heribert Heim est alors âgé de 19 ans. Fasciné par le parti nazi interdit dans son pays, le jeune homme s'y intéresse dans la clandestinité. Il suit de près le programme politique mis en place par Adolf Hitler en Allemagne. Une idéologie raciste qui galvanise les foules et redonne de l'espoir à un peuple en crise. Une politique dont le juif devient l'ennemi numéro 1 au nom de la purification de la race. Le moment essentiel, c'est les lois de septembre 1935, c'est les lois scélérates qui font perdre aux populations, enfin aux personnes définies comme juives, la nationalité allemande. Des lois d'exclusion qui visent à séparer les juifs du reste de la société. Pour asseoir cette idéologie raciste, Hitler a besoin de tous les soutiens crédibles. Il va alors s'appuyer sur un pilier majeur, la science. La médecine a joué un rôle très important dans ce contexte. Elle a fourni une partie des fondements pseudo-scientifiques à cette idéologie. Le médecin allemand est, selon la définition même de Hitler et des dirigeants nazis, un soldat biologique. Cette idéologie se base entre autres sur les mesures anatomiques pour créer l'arien parfait. Or, l'anatomie est la passion d'Heribert Heim. Il est étudiant en médecine dans la célèbre université de Vienne. C'était à cette époque la faculté de médecine la plus renommée au monde. Elle avait un rayonnement mondial. Dans les années 1920 à 1930, des gens venaient des États-Unis avec des bourses pour parfaire leurs techniques. Dans cette faculté, Heribert Heim fait une rencontre qui bouleverse sa vie et l'influence profondément. Son professeur d'anatomie, le docteur Eduard Pernkopf. Il est à l'époque un grand soutien du régime nazi. Le docteur Eduard Pernkopf était un célèbre anatomiste, mais aussi un nazi convaincu. Il faisait cours à ses étudiants en uniforme nazi. Ça donne le ton de ce qu'était cette université à l'époque. Heribert Heim a commencé à étudier le latin et après cela, il a poursuivi par des études de médecine auprès du professeur Eduard Pernkopf qui dirigeait l'Institut d'anatomie. Avec ce professeur, Heribert Heim s'est intéressé de près à la dissection. Il a beaucoup étudié le corps humain et s'est exercé sur de nombreux cadavres. Le docteur Pernkopf est une référence pour le jeune étudiant. Ce professeur est d'ailleurs l'auteur du plus célèbre atlas du corps humain publié après la guerre. Un atlas aujourd'hui controversé. Il serait en fait intimement lié aux horreurs du nazisme.
Voici un exemplaire du célèbre atlas d'anatomie d'Edward Pernkopf. Aujourd'hui, on continue de l'utiliser aux États-Unis et dans d'autres pays. En fait, c'est un ouvrage très important, mais aussi très controversé de l'histoire de la médecine. La polémique, qui date des années 1990, c'est qu'il est possible que les corps montrés dans cet atlas soient ceux de victimes de camps de concentration. Entouré d'étudiants et de professeurs nazis, Harry Bertheim bascule à son tour totalement dans cette idéologie. Le jeune homme s'identifie à l'archétype de l'arien décrit par Adolf Hitler. Son physique correspond parfaitement aux critères vantés par le Führer. En effet, le jeune Harry Bert est particulièrement grand, charismatique. Il pratique du sport à très haut niveau. Le culte du corps devient une véritable obsession. Harry Bertheim était un homme très grand. Il mesurait 1,93 m. Il avait de larges épaules, il était musclé, il était également très beau. Il n'était pas le genre de personne qu'on oublie facilement, ce qui aura son importance à la fin de l'histoire. Il avait une stature impressionnante. Il occupait le poste de défenseur de hockey. Il faisait partie de l'équipe des champions de Vienne. On trouve des articles de journaux vantant ses mérites. En 1936, un célèbre journal autrichien couvre même d'éloges le jeune Harry Bert pour ses talents sportifs. À ce moment-là de sa vie, Harry Bertheim aurait pu choisir de mener une brillante carrière en tant que joueur de hockey professionnel. Mais fasciné par Hitler, il préférera la politique. Et son physique exceptionnel sera un atout majeur au moment d'intégrer la SS, la formation paramilitaire du Führer, très élitiste. Il est évident que quand on veut s'inscrire à la SS, par exemple, qui est très exigeante sur le plan de l'apparence comme des antécédents, être grand, être blond et être en pleine santé physique, être un sportif, par exemple, de haut niveau, c'est idéal pour représenter l'Allemand tel qu'il devrait conquérir le monde. Conquérir le monde, mais aussi éliminer les indésirables. C'est bien la SS dont il veut faire partie qui sera chargée plus tard de l'exécution de la solution finale et du meurtre de millions d'innocents. « 12 mars 1938. Adolf Hitler annexe l'Autriche. C'est l'Anschluss. Cette décision a des répercussions majeures dans le pays natal d'Harry Bertheim. Désormais, la politique de l'Autriche se calque totalement sur celle de l'Allemagne nazie. La répression contre les Juifs, mais également contre tous les opposants du régime, s'installe alors dans le pays. Harry Bertheim exulte. Il est fasciné par le nazisme depuis plusieurs années. Il voit enfin ses convictions être confortées. Ce qu'on peut dire d'Harry Bertheim, c'est qu'il était convaincu par le nazisme depuis le début. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a suivi le mouvement comme beaucoup d'Autrichiens l'ont fait à partir de 1938, après l'Anschluss. Il était déjà embrigadé dès 1935. En septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Harry Bertheim obtient une dérogation pour pouvoir finir ses études. Ce n'est qu'un an plus tard, en 1940, qu'il s'engage dans la Waffen-SS. Harry Bertheim commence sa carrière de médecin en pleine guerre. Mais il n'est pas envoyé sur le front. Il est affecté là où il peut exercer son sadisme en toute impunité. Ces endroits, ce sont les camps de concentration. Camp de Sachsenhausen, à 30 km au nord de Berlin. Nous sommes en avril 1941. C'est la première affectation d'Harry Bertheim.
Sachsenhausen est un camp vitrine, un modèle pour le Reich. Son architecture doit montrer la suprématie nazie. Sachsenhausen a la particularité de présenter un plan triangulaire, ce qui permettait donc d'assurer la surveillance de l'ensemble du camp de détention à partir du point central qui était représenté par le sommet du triangle. C'est ici qu'Heribert Heim s'imprègne de la violence du système concentrationnaire. S'il reste encore dans l'ombre, le médecin découvre la toute-puissance nazie. La mort des détenus et les premières expériences de gazage vont profondément l'influencer. Et c'est peu après, dans un camp en Autriche, qu'Heribert Heim va réellement devenir le docteur Lamort. Octobre 1941. Le jeune Heribert Heim est envoyé ici dans le camp de concentration de Mauthausen, en Autriche. Il est alors âgé de 27 ans. À cette date, Hitler n'a pas encore ouvert les camps d'extermination en Pologne. Mauthausen est donc le seul camp de niveau 3, le niveau maximal, d'une dureté effroyable. Ici, c'est l'entrée du camp de concentration de Mauthausen. C'est la place de détention préventive. Dans le camp de Mauthausen, 200 000 personnes ont été internées entre 1938 et 1945. On peut considérer qu'un peu plus d'1 détenu sur 2 interné à Mauthausen est décédé. Ce qui en fait, dans la catégorie des camps de concentration, le camp le plus dur des pays d'Europe occupés. Dans la période où le camp était le plus peuplé, certains détenus ont raconté qu'il y avait 800, voire 1000 personnes entassées dans ces baraques. L'un des derniers survivants de ce camp n'avait que 17 ans à l'époque de sa détention. C'était un résistant français. Bernard Mingot se souvient du cauchemar qu'il a connu là-bas. Nous étions des esclaves, des numéros. Exactement. Vous savez, moi, jamais, on m'a appelé par mon nom là-bas. J'étais le 62.739. 62 739. Les amis mouraient les uns après les autres. Ici, les prisonniers sont soumis au travail forcé. Le camp est construit à côté d'une carrière de granit, dans laquelle les détenus doivent aller chercher de lourdes pierres destinées à différentes constructions pour le Reich. Chaque jour, avec leur chargement, les prisonniers doivent gravir un escalier particulièrement raide. Malheur à celui qui lâchait sa pierre parce qu'il était roué de coups. Pour celui qui tombait, eh bien, il était piétiné par les autres et il était chargé après s'il était encore vivant. C'était tellement sauvage, tout ça. Un escalier d'ailleurs appelé l'escalier de la mort. Au moment où Heribert Heim arrive dans ce camp de concentration en octobre 1941, Mauthausen connaît un bouleversement majeur. Le nombre de prisonniers augmente de façon considérable depuis l'invasion de l'Union soviétique par l'armée allemande au début de l'été 41. Les SS décident alors qu'il faut nettoyer Mauthausen, c'est-à-dire éliminer un grand nombre de prisonniers. La quasi-totalité des meurtres à Mauthausen sont des meurtres uniquement pour libérer des places dans le camp où on décide qui est malade, qui n'est pas malade. Et l'élimination des prisonniers aura lieu en grande partie dans le Revier, le terme allemand qui signifie l'infirmerie du camp. Il valait mieux ne pas aller à l'infirmerie, parce que l'infirmerie ne sauvait personne. On mourait à l'infirmerie. Les gens qui travaillaient ici n'avaient pas de considération pour la vie humaine. À cette date, les centres de mise à mort n'existent pas encore. À Mauthausen, l'extermination n'est pas encore industrialisée. Les médecins vont donc être mis à contribution personnellement pour l'épuration des prisonniers. Il n'y a pas de chambre à gaz encore à Mauthausen. Donc on va
donné l'ordre à des médecins SS d'exécuter des personnes. Mais ces exécutions doivent se faire dans l'ordre SS, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne tue pas par hasard quelqu'un sans le noter. On va donner un nom, on va donner une maladie fictive, on va donner une date, on va faire des listes. À l'époque où Harry Bertheim travaillait dans ce camp, en automne 1941, environ 50 détenus mouraient chaque jour à Mauthausen et dans son camp annexe. Il faut comprendre qu'à cette période, le projet de destruction systématique de la vie humaine a été perfectionné. Des médecins SS vont avoir libre arbitre pour tuer qui ils veulent, quand ils veulent. Quand les détenus tombaient malades, ils allaient à l'infirmerie. Ils imaginaient qu'ils seraient vus par un médecin. En fait, c'était tout le contraire. Ils pensaient qu'on les aiderait et on les tuait. La fonction essentielle des médecins SS à Mauthausen, c'est de tuer. Au sein du camp de concentration, Harry Bertheim va donc pouvoir, en toute impunité, commettre les meurtres les plus effroyables. La rencontre entre l'instinct meurtrier et l'idéologie nazie donne naissance à un monstre sanguinaire et barbare. Que le jeune Harry Bert n'ait pas d'expérience quand il arrive dans le camp n'est pas un problème. Au contraire. C'était assez classique pour un jeune médecin d'intégrer un camp de concentration. C'était une façon de gagner rapidement de l'expérience. Son grade n'est pas particulièrement élevé dans la hiérarchie SS. Cela n'a aucune importance pour exercer son activité de médecin. Le plus important, c'est qu'il soit médecin et qu'il soit membre de la SS. Son grade ne joue aucun rôle à ce moment-là. On peut se demander pourquoi ce sont des fous et des assassins. Ce sont d'abord des gens qui se protègent d'aller mourir sur le front de l'Est et qui sont d'une veulerie telle que, pour protéger leur situation, ils obéissent à n'importe quel ordre. Harry Bertheim ne restera à Mauthausen que 6 semaines, mais sa cruauté marquera pour toujours les survivants. Le docteur Lamort fait preuve d'une extrême barbarie. Heim a une façon bien précise de procéder, toujours la même. Tel un serial killer, le médecin choisit méthodiquement ses cibles parmi les prisonniers. Ceux qui ont survécu au camp de Mauthausen racontent que le docteur Heim opérait des individus en parfaite santé, les conduisant à la mort après de sordides expériences. Harry Bertheim les emmène à l'infirmerie pour des opérations dont ils n'ont souvent pas besoin. Les survivants ont raconté après la guerre les détails de ces crimes. Il existe un témoignage écrit d'un survivant qui répond aux questions d'un médecin américain. Le docteur Heim examinait la bouche des prisonniers pour voir si leurs dents étaient en parfait état. Si tel était le cas, il tuait ce prisonnier par injection. Il lui coupait la tête. Il la mettait dans le crématorium pendant des heures, jusqu'à ce que le crâne soit complètement à nu. Puis il préparait ce crâne pour lui et ses amis pour décorer leur bureau. Et l'horreur ne s'arrête pas là. Éviscération, dissection, amputation de jambes saines. Des injections spéciales le rendent également tristement célèbre dans le camp. Harry Bertheim était connu pour injecter de l'essence directement dans le cœur de ses victimes pour les tuer. Et après chaque opération, celui qu'on appellera le docteur Lamort se livre toujours au même rituel. Il chronomètre méticuleusement le temps qu'a mis le patient pour mourir. Il arrive même que les médecins du camp continuent leurs expériences dans la salle d'autopsie. C'est ici, dans l'ancienne salle d'autopsie, que les médecins SS faisaient des dissections sur les prisonniers décédés, des examens et aussi des expériences médicales. À Mauthausen, Harry Bertheim se distingue également par une étrange habitude.
Toujours passionné de sport, le jeune médecin peut très bien, dans la même journée, exécuter un homme avant d'aller pratiquer son activité préférée. Plusieurs détenus qui travaillaient à l'infirmerie pour le Dr Haim racontent qu'il pratiquait le hockey pendant son temps libre. Il pouvait mettre à mort quelqu'un dans le camp de concentration et jouer au hockey juste après. Les opérations d'Aribert Haim ne représentent qu'une faible partie de la centaine de milliers de crimes du camp de Mauthausen pendant toute la guerre. Mais les meurtres du docteur Lamort ont une particularité. Ils sont commis de sang-froid, dans la plus grande cruauté. On n'a aucune preuve que les crimes commis par Aribert Haim étaient des expérimentations commanditées par ses supérieurs. Il semble plutôt qu'il en soit le seul décisionnaire. Les rares détenus médecins qui ont survécu au camp de concentration racontent qu'il s'agissait plutôt d'élargir ses compétences chirurgicales. Parfois que c'était juste de la cruauté. Plus effrayant encore, que c'était juste pour tuer l'ennui. Parmi ceux qui sont allés le voir, certains n'avaient presque rien. Et il a pratiqué de très lourdes chirurgies sur eux, sans anesthésie. Il a tué certains d'entre eux. Cet homme était vraiment un sadique terrifiant. Certains survivants ont décrit Aribert Haim comme quelqu'un d'extrêmement cruel et même sadique, dans la manière dont il parlait et se liait avec les détenus, avant de finalement les exécuter. Vous devez faire la différence entre les expériences médicales formelles, qui étaient imposées par les autorités du Troisième Reich, et ces crimes perpétrés dans le camp de Mauthausen. D'autres médecins opéreront des prisonniers avec la même barbarie que Haim. Ici, dans le camp d'Auschwitz, le célèbre docteur Joseph Mengele torturera des jumeaux ou encore des tziganes en 1943, 2 ans après Haim. La seule différence, Mengele effectuera ses expérimentations médicales sous le contrôle du Reich, au nom d'une pseudo-recherche scientifique. Aribert Haim, lui, agit pour son propre intérêt. Il prenait plaisir à torturer les détenus du camp de Mauthausen, des gens innocents. La seule raison de leur emprisonnement était d'avoir été désignés comme ennemis du Troisième Reich. Les nazis inventaient toujours de nouvelles catégories de criminels. Un homme cruel, dont il est difficile encore aujourd'hui de connaître l'étendue des crimes ou le nombre exact de victimes. Il est très difficile de savoir combien de gens Aribert Haim a tués. Il existe un registre qui relève la liste des personnes qu'il a opérées. On y trouve le nombre de ceux qui ont perdu la vie. Mais il est probable que les patients qui ont été opérés sans anesthésie ou qu'on a tués en leur injectant de l'essence dans le cœur, ceux-là n'apparaissent pas dans le registre et n'ont jamais été comptabilisés. Car le Dr Haim agit comme un véritable serial killer. Un tueur qui maquille ses crimes. Les médecins SS savent que leurs actes pourraient, après la guerre, se retourner contre eux. Alors, Aribert Haim prend soin d'effacer ses traces après chaque opération. Nous n'avons évidemment pas les véritables raisons des décès. Dans la plupart des cas, tout a été falsifié. Les éléments que l'on a retrouvés ne racontent pas toute l'histoire. Ils dissimulent plus qu'ils ne racontent. Si les médecins nazis ont opéré et tué des détenus sans émouvoir personne, c'est que tous les jours, des gens mouraient. Les patients qui décédaient ici passaient inaperçus au milieu de cet holocauste. À Mauthausen, Aribert Haim est loin d'être un criminel isolé. C'est l'ensemble du système concentrationnaire qui est entraîné dans une violence sans limite, contre des détenus considérés dans les camps comme des sous-hommes. Toujours, c'était la sanction pour n'importe quoi. Le fait de ne pas se découvrir devant un SS, ils appelaient ça 25, c'était 25 coups de schlag.
Et le type se mettait à genoux, et puis il avait reçu 25 coups de schlag. On était des animaux, en fait. On était, pour eux, dans la race inférieure. Si Heribert Heim peut agir en toute impunité dans un tel déchaînement de violence, c'est parce que sa hiérarchie fait preuve de la même barbarie. Après la guerre, les hauts responsables du camp de Mauthausen seront d'ailleurs jugés devant un tribunal militaire américain à partir de mars 1946, et la plupart des accusés seront exécutés par pendaison. Mais pas Heribert Heim. Pourquoi le docteur Lamort a-t-il été épargné? La chance du jeune meurtrier, c'est sans doute qu'il quitte très vite Mauthausen, au bout de 6 semaines seulement, et ne laissant que très peu de traces derrière lui. Beaucoup de médecins comme Heribert Heim ne sont pas restés longtemps ici. Ils changeaient sans cesse de lieu de travail. C'est une chose tout à fait normale que les médecins et les membres de la SS soient mutés. On arrive quelque part pour effectuer sa mission quelque temps, et ensuite, on est envoyé ailleurs. Novembre 1941. Heribert Heim est donc transféré dans l'hôpital militaire de Vienne pour y soigner les blessés du front. Un an plus tard, on retrouve sa trace dans un autre hôpital militaire à plusieurs milliers de kilomètres de là sur le front Est, à Oulu, en Finlande. Mais quand la fin de la guerre approche, l'étau se resserre inéluctablement autour d'Heribert Heim. 15 mars 1945. Heribert Heim et son unité sont capturés par les Américains. L'Allemagne est vaincue, le pays est en ruine. La guerre totale, mondiale, a fait plus de 50 millions de morts. Le monde entier découvre les victimes des camps à mesure qu'ils sont libérés un à un par les Alliés. Hitler s'est suicidé en avril. L'Allemagne doit désormais payer pour ses crimes. Les Alliés procèdent à la dénazification du pays. Tous les symboles du Troisième Reich se sont détruits. Les grands procès contre les hauts dignitaires débutent à Nuremberg dès novembre 1945. Guilty or not guilty? Nicht schuldig. Heribert Heim, lui, est incarcéré dans un camp de prisonniers. Au même moment, des survivants de Mauthausen commencent à témoigner de sa cruauté. Mais ces témoignages n'auront aucune conséquence sur le sort de Heim. Pendant cette procédure d'internement, il a été dénazifié, c'est-à-dire qu'on a contrôlé son passé politique. On a probablement constaté que oui, il était SS et il était médecin de camp. On a su qu'il y avait des indices contre lui. Cependant, la procédure a été suspendue et Heribert Heim a été libéré de prison. Heim est libéré. Le docteur Lamort n'est pas jugé aux côtés des responsables du camp de Mauthausen lors du procès à partir de mars 1946. Sur le banc des prévenus, 61 accusés. Mais pas de traces de Heim. Le docteur Lamort évite ainsi la pendaison, le sort réservé aux grands criminels nazis. Un épais mystère entoure l'affaire Heribert Heim. Pourquoi n'est-il pas passé en jugement alors qu'il avait été impliqué dans des crimes? Pourquoi les Américains ne l'ont pas présenté devant un tribunal? Pourquoi a-t-il été libéré de son internement? Pourquoi a-t-il été dénazifié sans problème? Plus tard, il a pu mener une vie normale. Ce sont quand même des questions qui se posent. Heribert Heim ne paiera jamais pour les crimes barbares commis dans le camp de Mauthausen. Une injustice qui s'explique en partie par la débâcle générale du pays vaincu. Après la guerre, l'Allemagne est en ruine, en plein chaos.
Dans la confusion de millions de personnes, que ce soit des réfugiés ou des blessés de guerre, il est passé entre les mailles du filet. Le pays est incapable de juger l'ensemble de ces criminels nazis. Il est concentré sur sa propre reconstruction. C'est un peu comme si tout le pays essayait d'oublier ce qui s'était passé, se concentrant sur la reconstruction, les affaires, les besoins matériels, plutôt que de s'occuper de la détresse psychologique. L'un des pires aspects de l'Holocauste, c'est que des gens sans aucun passé criminel avant la guerre ont pu commettre les crimes les plus abominables pendant le conflit et redevenir après des gens normaux. Redevenir quelqu'un de normal. Retourner à une vie paisible et bien rangée. Même après avoir commis les pires crimes. C'est exactement ce que va tenter de faire Harry Burt Haim après la guerre. 1953. Une fois libéré, Harry Burt Haim part vivre en Allemagne et change radicalement de vie grâce à une rencontre, celle d'une femme, Friedel, qu'il séduit et qu'il épouse. Avec elle, il s'installe dans la ville cossue de Baden-Baden, où il fonde une famille. L'ancien docteur Lamort ne prend même pas le soin de cacher son identité. Il pense être intouchable. Il n'a même pas changé de nom. Et je pense qu'après avoir été libéré de prison, il a probablement cru, comme la majorité des nazis, qu'il n'aurait plus jamais affaire à la justice, que la page était tournée. Dans ce contexte, on peut dire qu'il a mené une vie normale, qu'il ne se cachait pas. Il était même dans l'annuaire. Si on l'avait voulu, on aurait pu le trouver. Loin des inquiétudes d'une probable arrestation, Harry Burt Haim mène désormais une vie paisible et confortable, à l'abri des chasseurs de nazis. Sa femme vient d'une famille très aisée, une famille qui leur permet d'acheter une grande maison bourgeoise où ils élèvent 2 enfants. Ce n'est pas du tout la maison d'un fugitif en planque. C'est le foyer de quelqu'un de très riche, quelqu'un de très bien installé. Une vie bourgeoise, une famille modèle, très loin de l'image du docteur meurtrier de Mauthausen et de ses opérations sordides. Beaucoup de criminels nazis considéraient que leurs crimes étaient circonscrits à une période spécifique de leur vie, lorsque ces crimes étaient autorisés à l'époque où Adolf Hitler était au pouvoir. Ceux qui s'étaient transformés en meurtriers à ce moment-là sont ensuite revenus à une vie quotidienne banale, et même parfois presque ennuyeuse, comme celle de la majorité des gens. Comme si rien ne s'était passé pendant la guerre, Harry Burt Haim redevient médecin. Il ouvre un cabinet de gynécologie en plein centre-ville. Après la guerre, on a de nombreux exemples de personnes ayant commis des centaines de crimes ou y ayant participé et qui n'ont eu aucun problème. Non pas pour continuer leur carrière, mais disons pour repartir à zéro. On a interrogé des patientes du docteur Haim et elles le considéraient toutes comme un très bon docteur. Il était réputé et visiblement apprécié en tant que gynécologue. Pourtant, derrière l'apparence d'un homme irréprochable, certains indices montrent qu'il prend des précautions pour ne pas se faire repérer. Une chose que les gens disaient, c'est qu'il ne voulait pas être photographié. On a le sentiment qu'il essayait de se soustraire à quelque chose. Il faisait profil bas, essayant de ne pas attirer l'attention sur lui. Il me semble que le fait qu'il n'ait jamais été photographié montre à quel point il était prudent. Harry Burt Haim n'était pas spécialement riche lui-même. C'était sa femme, la famille de sa femme, qui avait payé la splendide villa de Baden-Baden. Mais il faisait attention à économiser son propre argent. Il avait investi dans l'immobilier, en particulier un immeuble d'appartements à Berlin. C'est ce qui lui a rendu service des années plus tard pendant sa cavale. En réalité, la tranquillité de l'ancien docteur Lamort est menacée. Depuis quelque temps, les recherches sur les anciens nazis sont relancées dans l'ombre. 1962.
10 ans se sont écoulés dans la ville tranquille de Baden-Baden. Le passé meurtrier d'Harry Bertheim est enfin sur le point de ressurgir. Depuis la fin de la guerre, la police a continué son enquête. Elle recoupe les témoignages de survivants qui ont vu Harry Bertheim commettre ses atrocités à Mauthausen. Une enquête de longue haleine, mais qui finit par aboutir sur une certitude. Heim doit être puni pour ses crimes. Les autorités ouest-allemandes ont collecté suffisamment d'informations et de preuves pour le présenter devant la justice. Après des années à avoir ignoré les crimes nazis passés, les autorités allemandes ont commencé à rechercher les criminels à la fin des années 50 et au début des années 60. Du camp de Mauthausen, il existe des survivants. Et ces anciens détenus sortent du silence. Ceux qui ont assisté à Harry Bertheim pendant ces opérations. Ceux qui l'ont côtoyé pendant les 6 semaines meurtrières vont devenir des témoins clés pour l'enquête. Il y a bien sûr beaucoup de gens qui connaissaient Harry Bertheim, qui l'ont vu travailler là-bas. Des détenus qui travaillaient comme aides-soignants ou comme employés dans les bureaux des médecins des SS. Ils ont vu et connu Harry Bertheim et ils l'ont décrit après la guerre. On analyse également les registres du camp de concentration où étaient notées toutes les opérations et les décès des prisonniers. Ces registres deviennent de véritables pièces à conviction. Vous avez d'une part le registre des opérations du camp de Mauthausen et d'autre part le registre des décès. Les SS tenaient une comptabilité vraiment précise des morts, ce qui nous permet de faire l'inventaire du nombre de morts et donc des crimes de Mauthausen. Mais il y a surtout une chose qui trahit Harry Bertheim. C'est son physique hors du commun. Il était très grand. Il faisait plus d'1,90 m. Cela a eu son importance pendant les enquêtes qui ont eu lieu après 1945. En effet, il était très facile de le reconnaître à cause de ses mensurations et de son aspect physique. Harry Bertheim pensait probablement qu'il ne serait jamais poursuivi, jusqu'au jour où 2 inspecteurs l'ont interrogé à propos de son engagement pendant la guerre, et particulièrement son passage à Mauthausen. Ce jour-là, Harry Bertheim comprend que la vie parfaite qu'il avait patiemment construite est sur le point de voler en éclats. À ce moment-là, il a dû prendre conscience que la police était probablement sur sa trace. Un matin d'automne 1962, Harry Bertheim s'enfuit de chez lui alors que la police vient pour l'arrêter. Ce jour-là, le docteur Lamort quitte femme et enfants. Il ne reviendra jamais. Il s'est enfui très tôt le matin, le jour où la police avait prévu de l'arrêter. L'un des inspecteurs a dit qu'il était sorti par la porte de derrière pendant qu'eux franchissaient la porte d'entrée. Comment Harry Bertheim a-t-il été prévenu? Faire disparaître quelqu'un qui va être arrêté et lui assurer une protection, un voyage vers un pays où il ne sera pas extradé, c'est un jeu d'enfant dans les années 60. Pendant plusieurs décennies, on le recherche en Europe, en Suisse, en Espagne, où il a des contacts, et même en Amérique latine, en Argentine, au Brésil, ou encore au Chili, où d'anciens nazis trouvent refuge après la Seconde Guerre mondiale. Jusque dans certains pays arabes, toutes les pistes sont explorées. Harry Bertheim devient l'un des nazis les plus recherchés au monde. Pendant plusieurs décennies, personne n'arrive à retrouver l'ancien docteur Lamort. Il symbolise à lui seul l'échec de la justice. Août 1992. En réalité, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, en Égypte, que se cache Harry Bertheim. Après être passé par l'Espagne ou encore le Maroc, Harry Bertheim s'est réfugié dans la capitale égyptienne. Dans un hôtel lugubre d'un quartier populaire du Caire, l'ancien docteur Lamort se cache du monde entier.
Il vit ici ses dernières heures, atteint d'un cancer. Un endroit où il a réussi à rester caché, en s'inventant une nouvelle vie. Cette fois, il a changé de nom, s'est converti à l'islam. Une existence en totale rupture avec son passé. C'est un peu comme si Heribert Haim avait eu plusieurs vies en une seule. Sa vie de SS, sa vie de médecin après la guerre, mais aussi sa vie en Égypte, avec un nouveau nom, pratiquant une nouvelle religion, parlant une nouvelle langue et ne se mêlant qu'à des Égyptiens. L'Égypte était une destination de prédilection pour les nazis après la guerre. Pendant 30 ans, Heribert Haim parvient à survivre en étant caché. Mais quand l'enquête avance, ses conditions de vie se dégradent brutalement. Les juges l'ont condamné par contumace et lui ont confisqué l'immeuble qu'il avait à Berlin. Sans ses revenus, il avait beaucoup moins d'argent pour vivre. Même s'ils ne pouvaient pas l'attraper ni le mettre en prison, ils ont rendu sa vie bien moins confortable. Exilé, loin des siens, Heribert Haim succombe finalement à un cancer le 10 août 1992, sans jamais avoir été arrêté par la police. Il ne laisse derrière lui qu'une vieille mallette remplie de documents qui révèlent enfin sa véritable identité. Un passeport, des dossiers médicaux, mais aussi des lettres qu'il envoyait secrètement à ses enfants. Des documents que l'on découvre malheureusement trop tard, plus de 17 ans après sa mort. Il est probable que le mystère Heribert Haim n'aurait jamais été résolu s'il n'avait pas laissé derrière lui cette vieille mallette en cuir pleine de documents. Une mort mystérieuse immédiatement remise en question. Car il manque un élément fondamental pour être certain de la mort de Haim. Où est le corps? Peut-on voir le corps? Peut-on vérifier son identité? Dentition, ADN? Aucun corps. Même si ses docteurs ont dit qu'il devait être mort, cela reste toujours mystérieux, car on n'a jamais retrouvé son corps. Sans cadavre, on ne peut pas être certain de la mort de cet homme. Même si l'affaire Heribert Haim se clôt officiellement avec la découverte de cette mallette, l'homme a définitivement disparu en laissant derrière lui plus de mystère que de certitude. Pour moi, Heribert Haim, c'est un fantôme. Il a totalement disparu, laissant de grandes zones d'ombre. Tout ce qui s'est passé est entouré d'un grand mystère. Comment un tel homme, impliqué dans de tels crimes, qui a laissé tant de traces et de preuves derrière lui, a-t-il pu s'échapper secrètement? Je crois que rien de tout cela n'aurait été possible s'il n'avait pas bénéficié d'une vraie protection. Heribert Haim aura marqué l'histoire tragique des camps de concentration. Pour le monde entier, il est devenu une incarnation de la barbarie nazie, et aussi un symbole de ces nombreux SS qui n'ont jamais été punis pour leurs crimes. En tant que criminel nazi, ayant échappé à la justice, il est devenu en un sens un symbole, l'un des nazis les plus recherchés au monde. Heribert Haim, un symbole du mal, mais qui ne représente pourtant que l'un des nombreux démons créés par l'idéologie nazie. C'est un obscur personnage au milieu de centaines d'autres, je dis bien de centaines d'autres, qui sont des criminels de même importance. Que cet homme ait échappé à la justice est une défaillance de nombreuses institutions, à bien des niveaux.